Bonsoir et toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à notre 31e émission du Cercle sémiotique de Turquie qui se réalise sur YouTube. Ce soir, Monsieur Alessandro Zina est notre conférencier invité. Bonsoir Monsieur Zina. Mais bonsoir et merci pour cette invitation. Merci. Monsieur Zina nous présentera une archéologie des espaces de la ville en partant des espaces autres hétérotopie de Michel Foucault, étant une conférence réalisée au Cercle d'études architecturales 14 mars 1967 en Tunisie. Avant de passer la parole à notre invité, j'ai le plaisir de vous le présenter à partir de ses travaux de domaine. Monsieur Alessandro Zina est professeur des universités depuis 2004 à l'Université de Toulouse II, Jean Jaurès. Il est directeur de recherche responsable du groupe Médiation sémiotique. Il a été secrétaire général de la Fédération romande de sémiotique et président de l'association CAMSO gérant les colloques d'Albi. Il dirige les éditions CAMSO. Son champ de recherche va de la sémiotique générale. Il est spécialiste de l'UINC à la sémiotique des images, des objets et des nouvelles technologies. Parmi ses publications, Elementi di semiotica generativa Bologne et Scuola Pio, 1991, en collaboration avec Francesco Masciani. Introduction d'Algirdas Julien Greimas. Yamsle aujourd'hui, Bruxelles 1997. L'interface dell'Ossetti di Scrittura, Rome 2004. Les objets au quotidien, co-direction avec Jacques Fontani, Limoges 2005. L'Amnesia en Question, volume 1, 3, co-direction avec Rui Moreno. Tópicos del Seminario, langage numéro 213. Le dialogue entre la sémiotique structurale et les sciences avec Jacques Fontani, 2019. Pour les éditions CAMS, Louis Hensley, Les formes du langage et de la pensée, 2016. Forme de vie et mode d'existence durable, éditeur avec Ivan Darro, 2018. Utopie et forme de vie, hommage à Paolo Fabri avec Denis Bertrand et Paolo Basso, 2019. Les vivants et leur environnement, 2021. Alors maintenant, si vous permettez, j'aimerais bien vous présenter en turc pour nos auditeurs qui ne sont pas francophones. Değerli konuklarımız, iyi akşamlar. YouTube'da gerçekleştirilen Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin 31. programına hoş geldiniz. Bu gece Sayın Alessandro Zina konuk konuşmacımız. Konuğumuz Alessandro Zina bu akşam bizler için Michel Foucault'un 14 Mart 1967'de Tunus'ta mimari çalışmalar çevresince gerçekleştirilen bir konferansta sunmuş olduğu diğer mekanlar, heterotopyalardan yola çıkarak kentin mekanlarının bir arkeolojisi başlıklı bir sunum yapacaktır. Monsieur Alessandro Zina, 2004'ten beri Toulouse'da Jean Jaurès Üniversitesi'nde üniversite profesörüdür. Medyasyon Semiotik, Gösterge Bilimsel Düşünüşler Grubu'nun sorumlu araştırma yöneticisidir. Fédération Romande de Sémiotiğin genel sekreterliğini ve Albi konferanslarını yöneten CAMSO Derneği'nin başkanlığını yapmıştır. Monsieur Zina, CAMSO Derneği'nin yayınlarını yönetmektedir. Araştırma alanı genel gösterge bilimden, ki kendisi Louis Yenstev uzmanıdır, imgelerin, nesnelerin ve yeni teknolojilerin gösterge bilimine kadar uzanmaktadır. Chers auditeurs, après un CV exceptionnel, je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Zina pour faire sa présentation intitulée Une archéologie des espaces de la ville à partir des espaces autres de Michel Foucault. Monsieur Zina, à partir de la relecture de la fameuse présentation de Michel Foucault, nous pouvons dire votre question de fond. Pouvons-nous proposer une archéologie des espaces et étendre cette typologie au classement des villes?
Et en vous suivant, nous aussi, nous sommes à la recherche des indices de la réponse de cette question importante. Değerli izleyicilerimiz, az önce yayınlarını Fransızca olarak sıraladığımız Alessandro Zina'nın bu istisnai özgeçmişinin ardından biraz sonra sözü Michel Foucault'un diğer mekanlardan çalışmasından esinlenerek hazırlamış olduğu kent mekanlarının arkeolojisi başlıklı sunumunu yapması için kendisine bırakacağız. Sayın Zina, Michel Foucault'un diğer mekanlar konferans metninin yeniden okumasını yapmanızdan yola çıkarak temel sorunuzun bir mekan arkeolojisi önerebilir miyiz? Ve bu tipolojiyi şehirlerin sınıflandırılmasına kadar genişletebilir miyiz? Olduğunu çıkarıyoruz. Biz de sunumunuzu izlerken bu önemli sorunun cevabının ipuçlarının peşinde olacağız. Buyurun Sayın Zina, söz artık gerçekten sizde. Cher Monsieur Zina, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Aslan. Merci au Cercle, l'association turque de sémiotique. Et l'invitation est très appréciée de ma part parce que j'ai déjà eu l'occasion de visiter votre magnifique pays à l'occasion d'un passage à Istanbul et j'ai gardé un très agréable souvenir de la ville et de ses habitants. Alors, le titre de cette intervention pourrait mettre, disons, les auditeurs sur une fausse piste, c'est-à-dire imaginer que je parle des espaces de la ville. En réalité, il s'agit d'une relecture du texte de Michel Foucault afin de comprendre si ce texte peut nous apporter des réponses à une question que lui-même avait posée, c'est-à-dire la question de l'archéologie des espaces de la ville. L'archéologie, c'est la méthode que Michel Foucault introduit dans l'archéologie du savoir et il se pose la question des lignes de force de quelque part d'un phénomène. Et au-delà de l'histoire concrète dans chaque culture, on peut imaginer s'il y a une sorte de tendance générale de ces lignes de force et donc si nous pouvons tracer les lignes de force dans lesquelles se développe de quelque part l'urbanisation en faisant une distinction, comme nous allons voir, entre les villages, disons, et les villes. Mais avant de commencer, j'aimerais bien reprendre ce texte de Foucault qui a la particularité d'avoir été rédigé pendant un séjour en Tunisie. Foucault allait souvent d'ailleurs en Tunisie. En 1967, était dirigé à un public qui était des architectes, strictement. Et comme par hasard, Michel Foucault, quelques années plus tard, entre 1970 et 1994, il avait occupé la chaire de Histoire des systèmes de pensée. Autrement dit, comprendre quelle est l'archéologie des concepts et comment les cultures s'organisent face à la vision, par exemple à l'occasion à la vision de l'espace. Et c'est à partir de là que ce texte commence avec l'image que vous voyez devant vos yeux, avec une sorte de tripartition dans l'archéologie de la pensée de l'espace. Alors, ces réflexions de Foucault viennent en particulier des avancées de la connaissance astronomique, de la connaissance de l'univers. Et donc, au Moyen-Âge, au départ, dit Foucault, il y a des phénomènes de localisation liés au fait que les lieux sont pensés comme hiérarchisés. Et la Terre, à l'occasion, évidemment, est vue comme le centre, le cœur de l'univers. Et donc, tout commence par la localisation de cette partie qui est centrale, et donc par rapport aux autres parties qui devient périphérique. En revanche, dit Foucault, quand Galiléo commence par l'exploration de l'espace, la partie peut-être la plus hérétique qu'il introduit, c'est l'idée qu'il n'y a plus de centre. Autrement dit, l'espace, c'est l'infiniment étendu, et donc il n'y a plus cette idée de hiérarchisation des espaces, mais plutôt ce qu'il résume dans ce concept qui est le concept de l'étendue. Avec la physique d'Einstein, dit Foucault, cette étendue se transforme dans l'idée d'emplacement, c'est-à-dire les différentes localités et lieux où sont disposées ces étendues. Et comme par hasard, dans ce dernier passage, la sensibilité de Michel Foucault le porte à ajouter que fort probablement, ces emplacements donnent déjà une idée différente par rapport
à la topique euclidienne, à l'espace euclidien, parce que les ordinateurs nous posent des questions différentes. Mais la réflexion de Michel Foucault, de quelque part, s'arrête là parce que on est en 1967, les ordinateurs sont encore des boîtes infinies dont se servent les chercheurs, évidemment, encore une fois, de l'espace, et on n'a pas les idées que ça peut devenir un lieu de socialité, les espaces virtuels. Donc, il est clair que depuis ce texte, beaucoup de choses ont changé, et par la suite, nous allons nous interroger exactement sur est-ce que il ne faut pas imaginer une quatrième modalité d'articulation des espaces. Et donc, cette intervention se terminera, disons, des conclusions, portera exactement sur la possibilité de nommer la conception de l'espace que nous avons aujourd'hui, après 50 ans de la publication du texte de Michel Foucault. Mais dans ce texte, une fois que Michel Foucault a terminé de faire le grand tour des horizons, de quelque part, de la conception des espaces, dans la culture européenne en particulier, il a introduit ce qu'il appelle les yeux autres. Et il les appelle les hétérotopies ou les hétérotopisations des espaces. Qu'est-ce que c'est l'hétérotopie? Eh bien, Michel Foucault, next diapo please. Michel Foucault a introduit l'idée qu'il y a différentes modalités d'imaginer les hétérotopies. Peut-être avant que j'introduise la question des hétérotopies, je vous repasse, Madame Aslan, la parole afin de dire quelques mots en turc et expliquer le passage que je viens de présenter. Merci. Il est impossible de faire une traduction intégrale, mais je vais surtout interpreter les diapos. Sevgili dinleyiciler, bu ilk slaytımızda Müsüzina, Michel Foucault'un 1967 yılında Tunus'ta yapmış olduğu konferans sırasındaki geliştirdiği 3 modaliteden, espas yani mekan modalitelerinden bahsediyor. Foucault 3 tane modalite, espas modalitesi öneriyor. Bunlardan ilki yerleşim, ikincisi yayılım, üçüncüsü konum. İlkinde dünya herhangi bir hiyerarşize yok, yer üzerine bir hiyerarşize yok ama işte dünyanın uzamın merkezi olduğunu söylüyor. İkincisinde yayılım var. Galileo ile burada artık bir merkezden bahsetmek mümkün değil. Uzam tamamen açık. Üçüncüsünde değişik ilişkiler, komşuluk ilişkileri, değişik noktalar arasındaki komşuluk ilişkilerinden söz ediliyor. Ama bilgisayarın icadından sonra acaba bir dördüncü modaliteden bahsedilebilir mi? Şeklinde de buraya Müsüzina bir soru işareti koyuyor. Batı düşüncesine göre uzam anlayışı Michel Foucault'a göre 1967 yılında sunmuş olduğu konferansta başlık olarak görünüyor karşımızda ve sanal uzamların oluşumundan sonra Batı düşüncesinde uzam anlayışının değişimi söz konusu olacak bu konuşma boyunca. Geçebiliriz. Alors, afin de donner un peu le goût du texte de Michel Foucault, j'aimerais bien lire quelques passages qui nous introduisent à cette idée d'espace autre. Parce que dans ces passages, nous découvrons que ces espaces autres s'opposent à des espaces qui sont des espaces utopiques. Mais lisons le passage de Michel Foucault. L'espace dans lequel nous vivons, par lequel nous sommes attirés hors de nous-mêmes, dans lequel se déroule précisément l'érosion de notre vie, notre temps et notre histoire, cet espace qui nous ronge et nous ravine est en lui-même aussi un espace hétérogène. Autrement dit, nous ne vivons pas dans une sorte de vide à l'intérieur duquel on pourrait situer des individus et des choses. Nous ne vivons pas à l'intérieur d'un vide qui s'est coloré de différents
chatoyement, nous vivons à l'intérieur d'un ensemble de relations qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables. Je vous redonne la parole, madame. Merci. Evet, bu pasajın Türkçe yorumu, belki çevirisi diyebiliriz. Tipoloji des espaces hétérogènes, ayrışkan olarak karşılığını verdik heterojen sözcüğünün. Ayrışkan uzamların tipleşmesi, içinde yaşadığımız, kendi dışımıza çekildiğimiz, tam da yaşamımızın, zamanımızın ve geçmişimizin aşındırdığı ortam, bizi kemiren, bizi delip geçen bu uzam, aynı zamanda kendi içinde değişken bir yerdir. Başka bir deyişle bireyleri ve nesneleri yerleştirebileceğimiz bir tür boşlukta yaşamıyoruz. Parıltılarla renklenmiş bir boşluğun içinde de yaşamıyoruz. Birbirine indirgenemez ve kesinlikle üst üste bindirilemez konumları tanımlayan bir dizi ilişki içinde yaşıyoruz. Merci, c'est à vous. Merci, je crois que les micros fonctionnent, tout va bien. Tout va bien. Alors, le deuxième passage introduit la question des utopies, donc des espaces utopiques. Dit Foucault, ces espaces, en quelque sorte, qui sont en liaison avec tous les autres, qui contredisent pourtant les autres emplacements, sont de grands types. Il y a d'abord les utopies. Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Attention à cette opposition, donc l'idée, l'utopie est sans lieu réel. Et nous allons voir qu'en revanche, les hétérotopies vont être définies à partir du fait qu'ils sont réalisés. Ce sont les emplacements qui entretiennent avec l'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. Inversée, on pourrait penser qu'il s'agit plutôt des dystopies. Hein, je les poserai sur le même plan. C'est là la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de la société, mais de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement, essentiellement irréels. Je vous redonne la parole. Merci. Evet, bu bölümün Türkçe yorumu şu şekilde. Bir bakıma diğerleriyle bağlantılı olan ancak yine de diğer konumlarla çelişen bu alanlar iki ana türdedir. Önce ütopyalar vardır. Ütopyalar gerçek bir yeri olmayan yerlerdir. Bunlar toplumun gerçek uzamı ile doğrudan veya tersine çevrilmiş genel bir benzerlik ilişkisini sürdüren yerlerdir. Bu toplumun kendisidir veya toplumun diğer yüzüdür. Ancak her iki durumda da bu ütopyalar temelde gerçek dışı olan uzamlardır. Merci. Le passage donc du texte de Foucault, c'est là qu'il introduit les hétérotopies. Il dit il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessiné dans l'institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées, dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture, sont à la fois représentés, contrastés et inversés. De sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Donc, je me permets, avant de donner la parole, d'ajouter un petit détail. Vous voyez que les hétérotopies sont introduites à partir des utopies en tant qu'utopies réalisées. Donc, il y a un mouvement d'idéalisation de l'espace, c'est le mouvement de l'utopie, et de quelque part, les hétérotopies essayent de réaliser ce mouvement d'idéalisation. C'est à vous la parole, Madame Aslan. Evet, unutmadan eklediği yeri öncelikle söylemek isterim. Heterotopiden ne zaman bahsediliyor? Ütopik dediğimiz yerlerin gerçekleştirilmiş olması zamanlarından sonra bahsediliyor. Çünkü ütopik olarak bilinen bazı espaslar, uzamlar bugün gerçekleştirilmiş durumda. Örneklerini daha sonra yer vereceğiz. Ayrıca ve olasılıkla her kültürde, her uygarlıkta gerçek yerler, etkili yerler, tam da toplumun kurumunu içine çeken ve bir tür karşı konum olan yerler, içinde gerçekliğin gerçekleştiği türde
tam olarak gerçekleştirilmiş ütopyalar yani düş ülkeler vardır. Konumlar, kültür içinde bulunabilen diğer tüm gerçek konumlar hem gösterilir, hem tartışılır, hem de tersine çevrilmiş, her ne kadar gerçekten yerleştirilebilir olsalar da tüm yerlerin dışında kalan türde uzamlardır. Alors, quels sont ces lieux hétérotopiques? Eh bien, Michel Foucault présente une sorte de exposition de 6 modèles possibles qu'il appelle les 6 principes par lesquels on peut constituer ces lieux hétérotopiques. Et il dit qu'il y a des hétérotopies parce qu'ils fonctionnent d'une façon différente. Par exemple, les cimetières, à partir du fait que le cimetière s'est déplacé dans l'histoire au moins occidentale. Au départ, il était à l'intérieur de la ville, en particulier, il était à l'intérieur de l'église ou à côté de l'église, donc du lieu sacré. Mais par la suite, nous savons qu'au intérieur de la ville, et donc ces lieux hétérotopiques, de quelque part, a subi des transformations. Il cite les théâtres en tant que lieu qui contient plusieurs lieux par leur possibilité d'être transformés. Il cite les bibliothèques en tant que hétérochronie, c'est-à-dire la diversification par rapport au temps, par le fait que les livres appartiennent à des périodes historiques tout à fait différentes. Il cite les lieux de purification, ou ces lieux qui sont gérés par l'ouverture et la fermeture, les amants par exemple, et il cite l'hétéropie d'illusion ou de compensation, les maisons closes ou les colonies. Donc vous voyez que la la liste, disons, des principes qui vont constituer les espaces hétérotopiques est extrêmement variée, mais elle comprend cimetières, théâtres, bibliothèques, amants, maisons closes et colonies. Et la question suivante sera, est-ce qu'il y a une logique qui tient ces typologies? Je vous redonne la parole, Madame. Merci. Michel Foucault, heterotopik yani ayrışkan uzamlara ilişkin 6 tane prensip ilke öneriyor. Bunlar öncelikle evler Je reprends la parole. pardon. Vous voulez que je continue? Je peux reprendre la parole? Il y a eu un problème de connexion, je n'ai pas entendu la dernière partie. D'accord, quand voilà, nous attendons. Voilà, je continue. Je Allez-y. continue. Okay. Evet, ayrışkan yüzey bilim ve ilkeleri başlığı altında ayrışkan uzamları 6 ilke altında topluyor. Bunlar bunalım değişken yerleşimi, kolejler örnek olarak veriliyor. Satma değişken yerleşimi, hapishaneler örnek olarak. Aynı değişken yerleşimde farklı işleyiş, mezarlıklar, tek bir gerçek yerde yan yana getirme, birkaç uyumsuz alan, örneğin tiyatro, zaman bölümleri ve belirsiz çağ örnekleri, kütüphaneler, açma ve kapama sistemi, arınma, Müslüman hamamları, değişken yerleşimde geri kazanmalar, genel evler ve koloniler. Buradaki bu ayrışkan uzamlar, az önce söylemeye çalıştım ama sanırım bir kopukluk oldu. Mezarların evlerden kiliselerin bahçelerine taşınmasıyla, dini ritüellerin de oralara taşınmasıyla belirmiş durumdadır. C'est à vous. Alors, il est aisé de constater que le mot espace topique ne se trouve pas dans la conférence prononcée par Foucault. Et pourtant, nous comprenons bien que s'il y a des espaces autres, c'est parce qu'il y a des espaces qui sont mêmes. Alors, comment interpréter ces espaces d'abord qui sont les espaces mêmes? Nous pouvons penser que les espaces mêmes sont les espaces
Ce sont des lieux réels, bien évidemment, mais ce sont les espaces d'habitation. Et donc, la logique de quelque part des espaces hétérotopiques, c'est une logique liée à la collectivisation d'autres espaces. Donc, si les espaces topiques sont des espaces de privatisation, attention, les espaces de privatisation, c'est ce que nous avons en commun avec l'éthologie animale. L'éthologie humaine et l'éthologie animale ont en commun la tanière et la maison et la caverne, c'est-à-dire on prend une étendue de l'espace et on en privatise une partie qui devient le lieu d'habitation. Et les fonctions habitatives essentielles, comme nous le savons depuis Uxkul, c'est le fait qu'il y a un espace de reproduction, un espace d'élevage pour les enfants et un espace protégé pour le faire. Donc, les fonctions habitatives, sur le fond, ce sont les fonctions constitutives des espaces topiques. Et en revanche, quand nous pensons aux espaces hétérotopiques, nous pensons à la collectivisation d'autres espaces. Autrement dit, à l'exigence d'avoir des pratiques qui ne se passent pas dans l'espace topique et qui sont, de quelque part, en commun avec les autres. Alors, pensons par exemple qu'au départ, ces espaces hétérotopiques se forment, comme dit Foucault, par exemple, à partir des cimetières. C'est-à-dire à partir de l'exigence qu'il y a un espace commun pour enterrer les morts. Cela veut dire que les villes, d'une part, se constituent par rapport à la ville des morts, que très souvent, c'est en même temps l'espace sacré externe. Donc, si on essaye de reprendre la typologie de Foucault et on essaye de créer l'espace à trois relations qu'il nous propose, nous avons un lieu réel qui est l'espace topique, nous avons un lieu utopique, c'est-à-dire un lieu imaginaire irréel, et d'autre part, nous avons un lieu imaginaire qui est réalisé par la collectivisation de l'espace, qui sont les espaces hétérotopiques. Alors, à cette répartition proposée par Michel Foucault, j'aimerais bien en ajouter une quatrième, et cette quatrième, strictement, vient de la considération de ce que d'habitude on appelle les non-lieux. Alors, qu'est-ce que c'est les non-lieux? Ben, de quelque part, dans l'hypothèse qu'on en fait, ce sont les espaces intermédiaires de passage. Par exemple, le fait que nous avons des supermarchés, des aéroports, des trains, mais attention, aussi des rues. Autrement dit, tous ces espaces-là, quand on définit les non-lieux, nous pouvons les penser exactement, opposés aux lieux topiques, en contradiction, en tant que non-lieux, mais à la fois réels. Nous pouvons les imaginer comme des espaces d'homogénéisation où il y a une sorte de suspension de l'espace privé. C'est-à-dire, c'est l'espace intermédiaire entre l'espace privé et peut-être l'espace public, et nous pouvons l'appeler de ce point de vue des espaces homotopiques. Et donc, le petit carré sémiotique, un outil qui a été un peu délaissé, mais qui est toujours utile de temps en temps, eh bien, il peut nous montrer comment ces espaces sont de quelque part co-articulés. Peut-être je reprends un exemple qui me semble plutôt pertinent et qui est celui de la ville grecque. Pensons un instant comment est constituée la ville grecque. Vous savez qu'au départ, ce que nous appelons polis, la police grecque correspond à ce que d'habitude on appelle l'acropole. C'est-à-dire au départ, la ville des Grecs est la ville des dieux. Et seulement plus tard, on trouve qu'il va s'élargir à ce qu'on appelle l'Astou, c'est-à-dire la ville des vivants, la ville d'en bas. L'opposition n'est pas la partie centrale, où d'habitude se trouve l'église ou les lieux sacrés par rapport à la partie qui est tout autour de l'église, mais plutôt l'opposition c'est entre le haut, la ville des dieux est en haut, et la ville d'en bas qui est la ville des humains. À la sortie de la ville des humains se trouve la ville des morts, c'est-à-dire la nécropole. Et à l'extérieur de la ville des morts
se trouve ce qu'on appelle la Kora, c'est-à-dire l'espace agricole, et souvent c'était l'espace des colonies, quand les Grecs avaient colonisé, par exemple, la Sicile. Mais au bout d'un moment, le mot polis, en réalité, devient la ville-État qui comprend exactement tous ces empilements d'espaces différents, l'acropole, l'astou, la nécropole, l'akora. L'ensemble de ces espaces, c'est la ville des dieux, la ville des hommes, la ville des morts et la ville, pour ainsi dire, des autres, ou en tout cas la ville ouverte, la partie de la campagne, eh bien, ça constitue la ville-État, la polis grande. Ce modèle, en réalité, nous donne déjà une idée de archéologie, c'est-à-dire de comment ces espaces se sont constitués. J'aimerais bien ajouter un dernier mot au sujet de ces espaces que vous voyez dans le carré sémiotique, qui ne se trouvent dans cette diapositive, mais que j'essaierai de reprendre d'une façon rapide. Nous pouvons imaginer que les espaces topiques sont les espaces où vous croisez des relations des voisins, des proches, et donc des relations endogamiques, comme les appellent les anthropologues. Et qu'en revanche, les espaces hétérotopiques sont des espaces où vous avez des relations ésogamiques, c'est-à-dire ce sont les espaces où vous rencontrez les autres. Et que les espaces qui sont les espaces homotopiques, la rue en particulier, ce sont les espaces où vous pouvez rencontrer les étrangers, c'est-à-dire les gens qui sont de passage. Les images du Far West sont extrêmement explicites à ce niveau-là, parce que vous voyez arriver le véritable étranger qui arrive exactement dans la rue et qui rentre dans les salons, et donc qui occupe un espace hétérotopique, pour ainsi dire. Et enfin, vous avez l'espace des relations qu'on peut appeler supragamiques, c'est-à-dire l'espace où les hommes rencontrent les dieux, c'est-à-dire quand vous vous déplacez dans la ville des dieux. Alors, c'est Marc Auger qui avait créé le mot de non-lieu, et je crois que ça est tout à fait cohérent par rapport à ce que nous venons de dire. Mais peut-être le passage qui est crucial dans cette histoire des lieux, c'est le passage à la sédentarisation. Autrement dit, pendant le néolithique, la grande transformation qui arrive, c'est le fait qu'à partir des chasseurs-cueilleurs, les humains, les populations de cette époque se transforment en éleveurs-cultivateurs et donc des gens qui commencent à être stabilisés et par conséquent, les espaces qui au départ étaient les espaces mobiles de la cabane se transforment dans des maisons qui sont plutôt stabilisées. Next diapo, please. Je vous laisse la parole, Madame Aslan, afin de peut-être reprendre rapidement ce carré cinétique. Voilà. Merci. Teşekkür ediyorum. Uzunca bir konuşma oldu tabii ki. Bunu ben sadece toparlamaya çalışacağım. Burada kare semiotik üzerinde uzamın mantığı ve konumunu 4 modaliteyle göstermeye çalışıyor Monsieur Zina. 1967 yılındaki Tunus'ta Michel Foucault'un sunmuş olduğu konferansta birinci modalite olan konum yer almamaktadır. Ama Monsieur Zina şöyle bir paralellik kurmaktadır. Eğer ütopik espas varsa, yani düş ülkesel espas varsa, o zaman topik, yani konum da vardır, gerçek yerde vardır. Onun için birinci modaliteyi kendisi yerleştiriyor buraya. Birinci modalitede abitasyon dediğimiz aynı kişilerin aynı yerde yaşayan insanların bulunduğu espas, yani uzam söz konusu. Burada insanlar hem yaşıyorlar, hem ölülerini gömüyorlar, hem de yiyeceklerini depoluyorlar. Bunun altında heterotopik, yani ayrışkan yerleşimli
uzam var. Burada gerçekleşmiş bir kurgu var. Uzamların ayrıştırılması. Örnek verecek olursak mezarlıklar, insanların evlerinden ayrı bir yerde, şehrin dışında ya da şehrin uzak bir yerinde ritüellerini gerçekleştirdikleri uzam söz konusu. Türdeş yerleşimli uzamda ise burada bir gerçek yer hem var hem yok. Örneğin havaalanları, örneğin tren istasyonları, insanlar burada konaklamazlar ama bir şekilde pasajer olarak yani yolcu olarak geçici bir şekilde toplanırlar ve daha sonra devam ederler. Monsieur Zina buradaki kare semiotiği örneklendirmek için eski Yunan'daki Akropol, Lastü, Kora ve Nekropol örneklerini verdi. Bunlar başlangıçta tamamen ayrıştırılmış mekanlarken daha sonra site devleti konumuna geçtiklerinde değişime uğradılar diyor. Kısaca ben size aldığım notlardan şöyle aktarma yapayım. Akropol denilen yer sadece tanrıların yaşadığı uzamken Astü ölümlü insanların yaşadığı yer, nekropol ölülerin şehri, Kora sadece tarımın ve ticaretin yapıldığı bir yer iken daha sonra site haline dönüştüklerinde burada bir takım değişiklikler söz konusu olmuş. Sonrasında umarım metni Türkçe'ye tamamen aktardığımızda bu detaylara yer vereceğiz. Buyurun Monsieur Zina, söz sizde. Merci Madame Aslan. La Turquie est un lieu extraordinaire pour saisir cette archéologie des espaces de la ville. Souvenez-vous que je viens de dire que le modèle grec nous propose déjà que la polis, au départ, c'est l'acropole, c'est la ville des dieux. Or, la Turquie, dans ces lieux magnifiques, a un lieu particulier, tout à fait particulier, qui nous permet presque de réécrire l'histoire d'un point de vue du néolithique et de ce que nous imaginons d'habitude des cueilleurs-chasseurs et de ce qui devient plus tard. Ce lieu particulier, c'est, vous les voyez là, Çatalhöyük, et on peut penser que ce lieu, c'est un village extrêmement étendu. Next diapo, please. Sonraki. Vous voyez l'image réelle des fouilles, et là, vous voyez une reconstruction en 3D. Alors, la particularité de ce village est que ce village n'a pas de rue. C'est-à-dire, les maisons sont bâties les unes à côté des autres. Le plus souvent, ils partagent le même mur. Et dans les parties plus récentes, il y avait 2 murs l'un à côté de l'autre. Autrement dit, vous voyez que dans cette ville qui est Çatalhöyük, il n'y a pas les espaces intermédiaires, les homotopies, comme nous les avons appelés. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de ne pas avoir des lieux de passage, c'est-à-dire passer directement de l'espace de quelqu'un à l'espace de quelqu'un d'autre? C'est que vous voyez qu'il manque l'espace de la transition. Or, toutes sortes de formes de droit commencent par l'espace. Et quelque part, quand vous avez privatisé votre espace, vous devenez le propriétaire. Et d'emblée, il y a toute une série de conditions qui se posent, qui est le droit, par exemple, de la possession du lieu. Il y a une attitude plus agressive par la défense. Or, quand vous n'avez pas des lieux de passage, en réalité, la transition s'est faite sur les toits à partir du fait que vous passez d'une maison à l'autre. Donc, vous traversez constamment les propriétés des autres. C'est un peu comme quand vous êtes à la mer et vous passez d'un bateau à l'autre pour arriver à la terre.
C'est-à-dire, vous n'avez pas des lieux de passage qui ne sont pas des autres propriétés, mais qu'on vous met à disposition pour pouvoir le faire. Mais celle de Çatalhöyük n'est pas la seule curiosité extraordinaire de ce lieu. Next diapo, please. Dans l'image que vous voyez, vous avez la citation du livre de laquelle je l'ai tiré. Dans ces maisons qui étaient constituées le plus souvent par une seule pièce ou deux pièces, avec la pièce où était stockée la partie alimentaire, il y avait un autre rituel particulier qui était celui d'enterrer les morts à l'intérieur de la maison. Autrement dit, ces lieux en même temps étaient des lieux de stockage et donc des lieux homotopiques. Il était des lieux hétérotopiques parce que c'était deux lieux où on enterrait les morts et en même temps c'était les lieux topiques parce qu'évidemment c'était les lieux où vivre d'habitude. Et ils étaient en plus des lieux utopiques parce que c'était aussi des lieux des cérémonies envers les divinités que le plus souvent à ce moment-là étaient encore les animaux totémiques comme arrive souvent dans les cultures qui sont devenues stabilisées depuis peu de temps et donc ils ont encore une sorte de mythologie des animaux sauvages. Next. Si vous voulez, je peux faire une petite interprétation. Geri gelebilir misin ilk bir önceki resmi? Buradan kalabiliriz. Bir sonraki de olabilir. Çatalhöyük Neolitik dönemden Türkiye'de çok önemli insanlık tarihinin neredeyse ilk tarihlendirildiği bir yer. Türkiye'de bulunuyor. Buradaki yaşam biçimi ya da uzam biçimi topik yani aynı konum diye adlandırılan uzam modeline örnek verilebilir. Burada görüldüğü gibi evler her ne kadar ayrı görülse de herhangi bir sokak yok. Onları ayrıştıran herhangi bir cadde görüntüsünde herhangi bir şey yok. Evler birbirine bitişik ve geçiş yani evlerin birinden diğerine geçiş ancak çatıdan olabiliyor. Bir sonrakine gelebilir misin Kancığım? Ve evler tek odalı. Her şey burada gerçekleşiyor. Hem günlük yaşam aktiviteleri hem ritüeller burada gerçekleşirken aynı zamanda ölülerin de yine evin altındaki bölüme gömüyorlar. Yani burası topik olarak, aynı uzam olarak adlandırılan örneklerin ilkidir. Geçebiliriz. C'est à vous. Nous sommes là, peut-être si on peut revenir à la diapo précédente. Bir öncekine gelebilir misin Kaan'cığım? Alors, nous sommes là au 8e siècle avant Jésus-Christ et ce que nous voyons, c'est que l'espace est une sorte de syncrétisme des espaces. Vous voyez que tout a été de quelque part centralisé dans le même espace topique. Et c'est seulement plus tard donc qu'il y a une sorte de désyncrétisation et ces espaces vont devenir les espaces autres, donc les morts seront à l'extérieur. On commencera à constituer des églises ou en tout cas des lieux religieux reconnus comme tels à l'extérieur des maisons. Et donc, si vous allez vers l'origine d'un phénomène, on s'aperçoit que souvent, il y a des phénomènes de fusion et de syncrétisme au départ, que par la suite vont se déployer dans la typologie que nous avons donnée auparavant. Alors, permettez-moi de faire encore un travail différent. Je crois que nous avons sauté la diapo avec Göbekli Tepe, où elle vient un peu plus tard. Peut-être oui, elle est un peu plus tard. Alors, next diapo, please. Nous pouvons penser à des villes qui sont bâties entièrement sur les typologies que nous avons données. Par exemple, lors d'une mission à Tataouine, en Tunisie, 2 missions en réalité, nous avons travaillé sur un projet sur les Ksour, qui sont ces habitations que vous voyez dans l'image et que à l'origine étaient les lieux où les Berbères
déposer les marchandises et la nourriture et l'huile en particulier, parce que souvent il y avait des périodes de famine très longues et donc il fallait avoir des stocks d'alimentaires afin de pouvoir survivre pendant les saisons de la famine ou de la sécheresse. C'était très amusant parce que il y avait des endroits où ils mettaient l'huile, des jarres, des grandes, qui ne passaient pas par les portes. Donc, ils étaient construits à l'intérieur et par la suite, il était impossible de les sortir. Évidemment, ça a empêché aux voleurs de passer et voler l'huile parce qu'ils étaient impossibles de quelque part à sortir. Donc, nous avons des sortes de villes, parce que ce sont des véritables villes fortifiées, sauf que ce ne sont pas des villes en tant qu'espace topique. Ce sont entièrement des lieux homotopiques, dans le sens que ce sont des lieux dans lesquels on prévoit du stockage de la marchandise. Merci. Est-ce que je peux... Next diapo, please. Je peux dire quelque chose? Oui. D'accord. Evet, bu fotoğrafta Tunus'taki Tatuan bölgesindeki bir uzam modelini görüyoruz. Burası omotopik yani türdeş uzam örneği. Burası bir yerleşim yeri değil. Sadece kışlık malzemelerini depoladıkları, tarım ürünlerinden elde ettikleri hasatı diyelim, zeytinyağını özellikle depoladıkları yerler. Çünkü çok fazla açlıkla karşı karşıya geldikleri için hayatta kalabilmek adına buralara geleceğe dönük olarak yiyecek içecek depoluyorlarmış. Özellikle zeytinyağı küpleri o kadar büyükmüş ki kapıdan çıkması mümkün değil. Onun için öncelikle onlar yerleştirilip sonra duvarlar örülüyormuş. Bu tip uzam omotopik dediğimiz uzama yani türdeş uzama örnek. Voilà. Merci. Next diapo, please. Merci pour la traduction. Alors, il y a un autre phénomène qui sont les athlètes, dans ces cas-là, celui de Novanta di Pieve en Italie. Et vous voyez que ces espaces qui sont des espaces de commerce, on les a de quelque part bâtis comme s'ils étaient des véritables villes, avec des îlots qui sont enchaînés avec des passages à l'intérieur, mais ce sont entièrement des espaces homotopiques dans le sens que tout ce que vous pouvez faire là-dedans, ce ne sera pas vous loger, mais serait tout simplement faire du commerce et acheter des marchandises. Next diapo, please. Alors, si maintenant nous pensons aux véritables villes hétérotopiques, dans le sens de Foucault, dans le sens où il y a des hétérotopies liées par exemple au plaisir, liées au jeu, eh bien Las Vegas, comme d'ailleurs Walt Disney, peuvent bien représenter ces espaces dans lesquels nous avons des hétérotopies liées plutôt au divertissement. Next diapo, please. Mais les villes hétérotopiques qui m'intéressent le plus viennent encore une fois de la Turquie. Et à l'occasion, c'est l'espace de Göbekli Tepe qui n'est pas une ville, même si on s'est posé pas mal de questions pour la grandeur de cet espace, mais qui est considéré comme un espace sacré. Alors, je crois que cette découverte nous laisse valider l'hypothèse qui vient déjà des Grecs, que au départ, les espaces sacrés se portent comme des attracteurs. Autrement dit, la socialité commence à être bâtie sur ces espaces sacrés qui commencent à faire des nomades, des gens qui commencent à se stabiliser, au moins pour bâtir les lieux sacrés.
Or, ce qui est extraordinaire du site de Göbekli Tepe, c'est qu'il remonte à 10 000 ans, entre 10 000 et 14 000 ans pour les parties plus anciennes. Et les experts ont ajouté que cela implique par l'extension de ce site que les gens qui ont travaillé à bâtir le site sont restés pendant 500 ans pour terminer de bâtir le site. Et ce qui est encore plutôt curieux, c'est que vers la fin du 10e millénaire, ils ont entièrement enterré le site. Et donc, il a été découvert tard parce qu'évidemment, il n'était pas tout à fait visible. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour couvrir ce temple? Parce qu'il s'agit d'un véritable temple avec des piliers en forme d'été. Next diapo, please. Vous pouvez mieux le voir dans cette image, et qui étaient des temples à ce qu'on appelle les temples à ciel ouvert, comme Stonehenge, pour nous entendre. Et ce que nous pouvons imaginer, c'est que les gens qui ont bâti ce temple-là, par le fait qu'ils ont commencé à se stabiliser déjà par le fait de le bâtir, on les retrouve plus tard, fort probablement ce sont les générations suivantes. Next diapo, please. On les retrouve dans un autre lieu qui est Nevalikori. Les amis turcs m'excuseront pour la prononciation de ces lieux, où on trouve par exemple cette structure que vous voyez dans l'image photographique, où les piliers qui sont extrêmement semblables aux piliers de Göbekli Tepe sont devenus des temples fort probablement semi-fermés ou fermés. Autrement dit, il n'y a pas seulement la stabilisation des hommes, mais de quelque part, les lieux deviennent stabilisés dans un lieu, et d'emblée, les temples qui étaient des temples à ciel ouvert, pendant le passage à l'élevage à l'agriculture, deviennent des temples semi-fermés. Et nous les voyons bien dans cette image de Novalikori, qui, si je ne me trompe pas, Aslan, par la suite a été envahi par l'eau parce qu'il y avait un système de barrage des eaux. Et donc, de ces lieux ne reste plus grand-chose à part ces photos qu'on a tirées une dizaine, il y a, je crois, une bonne dizaine d'années, afin de savoir comment était organisée cette ville. C'est à vous, Monsieur Aslan. Madame Aslan. Merci. Kaan'cığım geri dönebilir misin? Geri. Bir daha. Bir daha. Evet. Burada. Bir sonraki. Ve burada İtalya'daki Noventa di Piave çarşısını diyelim görüyoruz. Bizdeki forum modellerine benziyor. Burası konaklanan bir yer değil, kalınan bir yer değil. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geldikleri ve daha sonra terk ettikleri bir yer. Böyle bir yer omotopik uzama örnek, türdeş uzam diyebiliriz. Burada insanlar tamamen aynı amaca hizmet için ya da aynı ihtiyaçlarını gidermek için uğradıkları bir uzam. Devam edelim. Las Vegas Will Heterotopik. Burada da tamamen farklı eğlenceler üzerine bir uzam kurulmuş ve burası da topik bir yer değil, yani kalınan bir yer değil, yine uğranılan ama çok değişik ihtiyaçlara karşılık veren bir uzam. Bu nedenle heterotopik, yani ayrışkan yerleşimli uzam örneği. Devam edelim. Göbekli Tepe, burası yine Türkiye'de biliyorsunuz İsa'dan önce 10.000'li yıllara tarihlenen bir yer. Fakat burası topik bir yer değil, yani kalınan bir yer değil. Burası bir tapınak. Hatta göçebe insanların sadece dini ritüellerini yapmak üzere kurdukları düşünülen bir yer. Yarı açık bir yer burası.
kutsal bir alan dediğimiz gibi. Fakat 8000'li yıllarda yine İsa'dan önce 8000'li yıllarda da tekrar burayı kuran kişiler tarafından toprağın altına gömüldüğü söylenmekte. Burası da heterokronik bir yer. Yani herhangi bir konaklanan bir yer değil. Dolayısıyla heterokronik olarak tanımlayabileceğimiz bir uzam. Yine Göbekli Tepe görüldüğü gibi açık bir, yarı açık diyoruz. Yarı açık bir uzam geçebiliriz. Nevalı Çori, yine burası da Türkiye'de bulunan bir yer. Burası hem bir habitasyon gibi görünüyor ama aynı zamanda yine yarı açık bir tapınak olarak tanımlanıyor. Göbekli Tepe gibi, Göbekli Tepe'nin çok küçük ölçeğinde ama aynı amaçla, aynı biçimde kurgulanmış bir uzam. Yine burası da ayrışkan zamanlı bir yerleşim alanı örneği. Devam edelim. C'est à vous, monsieur. Alors, merci. Alors, qui sont ces populations qui habitent Novali Chori? Il est fort probable que ce sont les Indo-Européens. Et donc, nous sommes là face aux populations qui ont origine, qui commencent à introduire les fondements de la langue indo-européenne. Or, vous savez qu'il y a deux différentes théories. Une est celle de Colin Renfrew, selon lesquelles ce sont les agriculteurs de l'Anatolie installés dans des villes exactement comme Novali Chori qui sont les Indo-Européens. L'autre est la théorie de Maria Gimbutas, qui imagine plutôt que les proto-Indo-Européens, si on peut préciser la chose, sont plutôt les groupes guerriers qui sont descendus de l'Ukraine, l'actuelle Ukraine, et donc les populations Kurgan à l'époque, qui sont devenus, qui sont à identifier avec les Indo-Européens. Or, il est possible qu'en croisant les données génétiques avec les données linguistiques, ces deux hypothèses puissent se croiser, c'est-à-dire que les Kurgan qui descendaient après la découverte de l'usage du cheval, ils commençaient à envahir d'autres villes. Or, l'image que vous voyez là, c'est une reconstruction en 3 dimensions d'une autre ville extrêmement séduisante qui est Talianki. C'est une ville d'environ le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Et vous voyez que si dans les grands villages que nous avons vus auparavant, les habitations étaient accessibles par les toits, et donc en réalité c'est une sorte de protection contre les dangers qui viennent des animaux, quand vous commencez à protéger les villes contre les humains, et vous avez des systèmes de fortification que, à partir, grosso modo, de cette date ou de cette période, 5e millénaire avant Jésus-Christ, ont commencé à devenir la constante de structuration des villes. C'est-à-dire les villes avaient les remparts, les fortifications afin de empêcher d'être envahies. Ce qui est particulier dans cette image, c'est la manière dans laquelle on imagine la genèse de cette ville. Parce que vous voyez qu'il y a une stratification de fortifications. Donc, il est fort probable que la contrainte de la fortification, une fois que vous avez bâti la ville, fait si que la ville ne peut plus augmenter à son intérieur. Et donc, la seule possibilité d'expansion, c'est vers l'extérieur. Ce qui explique, par exemple, le fait qu'il y a plusieurs lignes qui protègent cette ville. Et une curiosité, et donc c'est une sorte d'expansion du centre vers la périphérie, mais en même temps, vous voyez que la périphérie est vide dans cette ville comme une sorte d'espace de réunion ou d'espace de convergence, mais en tout cas un espace vide qui génère la succession des fortifications à l'intérieur de la ville et donc l'expansion vers l'extérieur. Alors, next diapo, please. Si nous avons des villes hétérochroniques, donc si nous avons des lieux hétérochroniques comme Göbekli Tepe,
qui nous impose de repenser la manière que nous avons d'envisager l'histoire et la manière dont sont devenus, de nomades sont devenus stabilisés de quelque part les populations. D'autre part, nous avons les lieux hétérogéographiques auxquels s'est intéressé pendant la dernière période de sa vie Umberto Eco, qui était extrêmement séduit par ces lieux imaginaires, mais que sont de quelque part cherchés comme des lieux réels. C'est bien le cas de l'Atlantide et de ce lieu que vous voyez dans la photo, dans l'image du livre d'Athanasius Kircher, et qui est consacré au continent nu. Alors, comme vous savez, peut-être l'hypothèse est que l'Atlantide est disparue parce que le continent nu est disparu. Et donc, le grand déluge aurait eu comme conséquence la disparition du continent nu et les survivants de ce continent d'emblée, qui avaient une connaissance extrêmement plus avancée, eh bien, sont ceux qui ont transmis la révolution que nous appelons la révolution du néolithique, et donc la découverte apparemment de l'agriculture et de l'élevage, qui dans cette hypothèse pourrait venir plutôt de survécu d'une culture qui était plus avancée d'un point de vue des connaissances. Je m'arrête pour redonner la parole à Madame Aslan, afin de ne pas alourdir la tâche de la traduction. Bir öncekine geçelim Kaan'cığım. Evet, burada Neolitik dönemin sonunda İsa'dan önce 5. bin yılda tarihlenen kale biçimi şehirler kurulmuş. Ukrayna'da Talyanki yapısını görüyoruz. Burada ilk defa kale biçiminde şehirler oluşmaya başlamış ve burada dikkat ederseniz şehirler, evler dış duvarın dibinden başlayarak içeri doğru genişleme yapmış ve burası Anadolu'dan gelen savaşçı insanların ve at yetiştiren insanların kurduğu bir yer olarak bilinmekte. Devam edelim. Burası da bilinen Atlantis şehri. Atlantis şehrinin kıtanın batmasıyla yok olduğu düşünülüyor. Atlantis şehrinin özellikle tarımın gelişmesinde ve Konesans dediğimiz insanların bilgi birikiminin çok yoğun olduğu, çok geniş olduğu, ileri toplumların yaşadığı düşünülmekte, söylenmekte. Burası da yine heterojeografik denilen bir şehir tipine örnek. Artık bir coğrafyada bulunmuyor, ayrışkan bir coğrafik yapıya sahip. Kayıp Atlantis olarak bilinen yer burası. Devam edelim. Alors, nous allons donner des exemples de villes qui sont hétérotopiques dans le temps ou dans l'espace. Il est temps de parler des villes maintenant utopiques parce que, bien que au départ ces villes étaient tout simplement l'idée d'une sorte de homogénéisation des styles de vie par rapport à la création d'un espace unique, bon, ce sont les utopies à la mort, les phalanstères, etc. Là, vous avez en revanche l'idée de créer réellement des villes utopiques. Celle que vous voyez, par exemple, c'est Arcosanti, qui a été imaginée par Paolo Soleri dans les années 60 dans le désert de l'Arizona. Vous trouvez cette ville plutôt incroyable et qui a été fréquentée pendant longtemps et qui a constitué au départ un point de retrouve pour les cultures, disons, alternatives des années 70. Mais, next diapo please, vous avez aussi Auroville qui se doit à l'idée d'une Française, Mira Alphas, qui l'avait fondée dans les années, fin des années 60, je crois 68, et là nous sommes en Inde, et c'était imaginé comme un lieu qui reposait en particulier sur la concentration, sur la sacralité, et donc ce lieu, il existe encore, et
en principe, est très proche de ce qu'on appelle une ville durable, parce que les critères avec lesquels il a été pensé, déjà au départ, c'était exactement le respect de la nature et les cycles vertueux qu'on peut mettre en place. Alors, vous savez qu'actuellement, quand nous pensons l'Anthropocène, quand nous pensons à la question de la durabilité, nous sommes en train d'inventer des villes utopiques pour pouvoir réaliser ce modèle. Et une de ces villes, next diapo please, c'est Masdar City que vous voyez dans cette image, qui est pensée pour ne pas produire de la pollution. C'est une ville circulaire où les unités sont les quartiers, qui sont les modèles de virtuosité à l'intérieur. Et cette ville est prévue pour loger 40 000 habitants dans l'horizon 2030, comme dirait dans l'agenda européen. Donc, vous avez des villes qui sont des villes tout à fait utopiques, qui sont créées et mises en place, non pas pour protéger les habitants, mais on pourrait dire exactement le contraire, afin d'empêcher que les habitants abîment la nature, et donc afin de protéger de quelque part la nature. Donc, l'unité idéale revient à un idéal qui commence à être sacralisé, qui est exactement l'idée de Gaïa, l'idée de la nature, l'idée de la Pachamama, de quelque part qu'il faut protéger par rapport aux activités des humains. Je vous redonne la parole. Merci. 3 tane geri geldi Kaan'cığım. Evet, burada bir ütopik dediğimiz uzam örneklerini görüyoruz. Birincisi Arizona'da gerçekleştirilmiş Arkansanti uzamı. Bunlar aslında e, düşsel mekanlarken gerçekleştirilmiş. Bunun için will ütopik diyoruz ama will ütopik realize bunlar. Düşsel ama aynı zamanda gerçekleştirilmiş uzamlar ve çok sayıda ziyaretçisi var. İkincisine geçelim. Hindistan'daki Auroville, burası bir Fransız tarafından düşlenmiş. Yine düşsel ama gerçekleştirilmiş ütopik uzama örnek. Tamamen sürdürülebilir bir uzam. Kendini yenileyebilen ve sürdürülebilir bir sistemde yapılaştırılmış. Devam edelim. Son olarak da Birleşmiş Arap Emirlikleri'nde bulunan Masdar City denilen uzam. Burası da yine bir ütopik, aslında gerçekte olmayan ama gerçekleştirilmiş, yani düşsel bir uzamken gerçekleştirilmiş bir uzama dönüştürülmüş. Tamamen kirliliğin ve atığın olmadığı ekolojik bir uzam burası. Bu 3 uzam insanlar otursunlar, yerleşsinler diye hayal edilmemişler, gerçekleştirilmemişler. Tam aksine insanların doğayı harap etmemesi için ve doğanın sürdürülebilirliğini artırmak için kurulmuş ütopik, düşsel uzamlar. Teşekkür ediyorum. Alors, j'aimerais terminer cette conférence avec une réflexion qui vient encore du texte de Michel Foucault, parce que la partie qui va conclure l'intervention concerne les espaces atopiques. J'ai déjà annoncé que les espaces atopiques sont des espaces conçus à partir d'une conception non euclidienne de l'espace. Voilà, il y a un passage dans cette conférence de Michel Foucault qui nous laisse imaginer la sensibilité du philosophe et historien envers ce que peut encore arriver d'un point de vue des espaces. En lisant ce passage, on comprend que Michel Foucault prévoit des espaces intermédiaires. Et l'exemple qu'il donne dans ce passage, c'est l'exemple du miroir.
Et dit Michel Foucault, j'essaie de le dire à partir de la diapositive, je crois qu'entre les utopies et ces emplacements absolument autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte mitoyenne qui serait le miroir. Le miroir, après tout, c'est une utopie puisque c'est en lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte de ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent, utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie dans la mesure où les miroirs existent réellement et où il y a sur la place que j'occupe une sorte de fait en retour. C'est à partir du miroir que je me découvre absent à la place où je suis, puisque je me vois là-bas. Je vous redonne la parole, madame. Okay, merci. Evet, Mesut Zinan'ın okumuş olduğu alıntının Türkçesi şöyle sevgili izleyiciler. Ütopyalar yani düş ülkeler ve kesinlikle başka konumlar bu ayrışkan yerleşimler arasında kuşkusuz ayna olacak bir tür karma, orta yol deneyimi olacağına inanıyorum. Ne de olsa ayna bir ütopyadır. Çünkü yeri olmayan bir yerdir. Aynada kendimi olmadığım yerde görüyorum. Neredeyse yüzeyin arkasına açılan gerçek dışı bir boşlukta oradayım, olmadığım yerde. Bana bakmamı sağlayan, kendi görünürlüğümü bile veren bir tür gölge. Olmadığım yerde kendimin, aynanın ütopyası. Ama ayna gerçekten var olduğu ve benim işgal ettiğim yerde bir tür geri besleme etkisine sahip olduğu sürece aynı zamanda bir heterotopyadır. Kendimi orada gördüğümden beri bulunduğum yerde yokluğumu aynada buluyorum. Alors, dans l'exemple du miroir proposé par Michel Foucault, la propriété de être là sans être là est attribuée soit au fond, soit à la figure. Cela trouve une correspondance plutôt frappante avec le phénomène de l'hybridation entre les espaces physiques composés par des atomes et les espaces composés par unités d'information ou par bits. Donc, le miroir permet de doubler, virtualiser la réalité réfléchie qui se trouve devant lui. La réalité augmentée, vous voyez un exemple dans cette diapositive, est produite précisément par la mise en contact entre villes réelles et les villes doublées par une simulation virtuelle. La différence est que le miroir réfléchit ce qui est devant le sujet et la réalité augmentée réfléchit ce qui est derrière, c'est-à-dire sur le fond. Trouvant ainsi par ce miroir virtuel une sorte d'intégration entre deux sortes de paysages urbains et donc des espaces topiques et des espaces atopiques. Je vous redonne la parole, Madame Peki, Aslan. evet, burada az önceki okuduğumuz alıntıyı örneklendiren bir fotoğraf görüyorsunuz. Artırılmış gerçeklik örneği. Parmağımızla gerçek bir uzama yani bir yüzeye dokunuyoruz fakat onun gösterdiği yerde aslında olmayan bir yer. Yani ütopik bir yeri görüyoruz. Bir taraftan bulunduğumuz yerdeyiz ama diğer taraftan karşımızdaki yerde kendimizi görüyoruz aslında olmadığımız yer. Yani aynanın kendisi bir gerçeklik olarak o iki uzam arasındaki geçişi sağlayan bir düzlem. Merci. Next diapo. Alors, l'autre cas complémentaire, si on veut, c'est le cas des hologrammes. Attention, nous dirigeons vers une culture des hologrammes et nous allons rencontrer de plus en plus donc des hybridations des espaces topiques avec des espaces atopiques, comme dans le cas des hologrammes.
L'image que vous voyez là, donc, est la projection d'un hologramme à l'intérieur d'un espace réel, et donc il se porte exactement à la manière dont nous parle Foucault. Et ce qui va nous intéresser par la suite, next diapo please, ce sont exactement les informations qui viennent de la physique actuelle. Souvenez-vous que la typologie proposée par Michel Foucault, dont nous avons parlé au départ, laisse ouverte la question, est-ce que nous pouvons qualifier l'espace par les recherches physiques actuelles autrement que par rapport à l'emplacement? Eh bien, une possibilité, c'est d'imaginer que dans l'espace de la physique, en particulier par les études très avancées, ou en tout cas qui ont été poursuivies sur les trous noirs et sur le pli de l'espace par la force de gravité, une des hypothèses est que dans ces espaces non euclidiennes, deux points ne sont pas conjoints par une règle parce que d'emblée, par le fait que l'espace devient plié, ce n'est plus la ligne droite qui peut mettre ensemble deux points, parce que l'espace peut se plier. Et dans un film que vous avez sûrement entrevu sur les écrans qui s'appelle Interstellar, next diapo please, il y a la description d'un phénomène plutôt intéressant, parce que ce film suit des lois de la physique actuelle, c'est-à-dire il y a Thorpe, qui est un grand physicien qui était derrière le metteur en scène de la pièce filmique et qui a essayé de tout mettre en place afin que soit extrêmement vraisemblable tout ce que vous voyez à l'intérieur du film. Alors, ce que compte l'histoire, c'est d'un voyage dans l'espace où exactement par un verre, sorte de trou modifié ou plutôt créé exprès pour mettre en conjonction deux univers, par exemple, parallèles extrêmement distants, vous pénétrez dans un monde quantique, dans un espace quantique qui, en suivant une sorte de symétrie par rapport aux idées de Michel Foucault, vous donne une sorte de panopticon sur le temps et pas sur l'espace. Souvenez-vous que la notion de panopticon a été saisie par Michel Foucault pour parler des prisons, donc Surveiller et punir, c'est le livre dans lequel il introduit la notion, afin que d'un seul point, on puisse voir tous les points, souvent sans être vu. Dans l'espace quantique imaginé dans Interstellar, le personnage se trouve dans un espace dans lequel il peut voir toutes les temporalités par rapport à un espace donné qui se trouve derrière. Et comme par hasard, c'est l'espace où se trouve la fille et où se trouve lui-même, évidemment, avant de commencer ce voyage. Alors, ce panopticon dit beaucoup sur la manière d'imaginer dans l'imaginaire filmique les espaces qui sont les espaces quantiques, et donc qui concernent une logique non euclidienne et qui dépasse évidemment les connaissances que nous avons. Peut-être nous sommes maintenant en degré de répondre à la question quelle est l'économie globale de cette nouvelle vision de l'espace que nous propose le XXIe siècle et en particulier la physique quantique de l'univers. Mais avant d'aborder cette dernière partie, je redonne à Madame Aslan la parole afin qu'elle puisse vous résumer ce que nous venons de dire. Evet, 3 tane sanırım geri gideceksin. Burada az önceki, bir önceki de gelebilir misin? Yine burada da bir önceki. Evet, burada yine söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. İki uzam var burada. Hem topik uzam hem atopik uzam. İki uzamın aynı yerde, aynı anda bulunuşu da söz konusu. Bizim bulunduğumuz yer topik uzam, yani gerçek uzamken ekranın arkasındaki yer aslında uzam dışı bir yer. Evet, devam edelim. Aynı şey burada geçerli.
bir tarafta seyirciler gerçek bir uzamda bulunurlarken yine atopik bir uzamdan bir görüntü var. Dolayısıyla yine burada da ayna görüntüsü olmayan yerin ya da olmayan şeyin gerçek uzamda görüntülenmesi gücül olarak söz konusu. Devam edelim. Ve yine burada kara deliğin çekim gücüyle uzamın katlanması teorisi söz konusu. Hem topik uzamın yani gerçek uzamla uzamı olmayan yerin birbirine erişimi söz konusu. Devam edelim. Burada sanırım izlemeyen kalmamıştır. Yıldızlar Arası filminin uzamların birbirine geçişine çok güzel bir örnek oluşturduğunu söylüyor Sayın Zinna. Biz de bunu hayretle izlemişizdir eminim. Yine burada da espastopik yani gerçek uzamla espas atopik olmayan uzam dışı yerin birbirine geçişi, erişimi söz konusu. Hatırlarsanız genç küçük bir kız vardı. O kız babası yolculuğa çıkmadan önce odasında kütüphanesinde bulunan kitapların arasındaki bir sinyalle babasıyla iletişime geçiyordu. Oysa ki babasının bulunduğu uzam henüz olmayan bir uzamdı. Evet. Alors, la science-fiction a bien saisi la question de l'accès à l'espace, parce que nous allons voir que le mot qui manque dans la typologie de Foucault, c'est l'accessibilité de ces espaces. Comment nous accédons à ces espaces? Et dans l'image en particulier que vous voyez, c'est la manière dans laquelle on sort de Matrix. Souvenez-vous que nous allons vers le métaverse, ou en tout cas vers des réalités virtuelle dans laquelle il y a toute une série de possibilités de mouvement. Et une des questions qui va se poser exactement comme dans la Matrix, c'est la question de comment sortir. Et l'expédient qu'ils avaient trouvé dans le film Matrix, c'était de l'appel téléphonique fixe, d'un poste fixe. Et cette idée est l'idée qu'il y a une voix qui vous arrive en réalité d'un lieu qui est autre et où se trouve votre corps réellement. De quelque part, ça a quelque chose à voir comme le sommeil est une voix qui vous réveille du sommeil. Comment sortir, comment accéder, comment sortir d'un lieu virtuel. Et donc, de quelque part, c'est une sorte de rappel à la conscience que le jeu ici maintenant du sujet est celui situé dans l'espace topique plutôt que celui situé dans l'espace atopique. Vous voyez que ces problèmes-là, comme pour le métaverse et d'autres technologies, vont nous poser la question de comment entrer, mais surtout de comment sortir une fois que vous êtes rentré dans ce monde où la conscience peut commencer à s'adapter d'une façon globale à l'environnement. Et donc, la question sera exactement comment reprendre, disons, la conscience et imaginer que notre corps physique en tout cas, se trouve dans une autre pièce, dans un autre lieu, que lui est un lieu topique. Yine bu filmde tanıdığımız bir film Matrix filminden bir kare. Morpheus sanal dünyadan çıkışı bir telefon aracılığıyla gördüğünüz gibi gerçekleştiriyor. Matrix'ten çıkmayı nasıl başarıyor? Burada da yine hem ütopik hem de atopik yani sanal bir uzamdan uzamı olmayan bir uzama erişim örneği görüyoruz. Bilincin çevreye uyumuna çok önemli bir örnek Matrix filmi. Et donc, si nous voulons terminer la typologie des espaces, poursuivre la typologie des espaces que Michel Foucault avait commencé en 1967, fort probablement, le mot qui manque à
pour dire ce qui s'est produit dans le XXIe siècle, c'est que la question des emplacements devient la question de accéder à ces emplacements. Et évidemment, la question centrale sera l'articulation ou la coarticulation des espaces topiques et des espaces atopiques. Et le passage, évidemment, entre ces deux dimensions de l'espace. Peut-être, Madame Aslan, je vous redonne la parole afin d'ajouter la partie en turc et par la suite, je peux faire des conclusions de façon... Okay. Merci. Hmm. Değiştir istersen Kaan'cığım slaytı. Evet, geldiğimiz noktada bütün bu açılan pencerelerden sonra tekrar ilk slaytımızdaki soru işaretinin bulunduğu kipliği burada yerini bulmuş görüyoruz. Accessibility, erişebilirlik. Söz konusu olan şey ya da önemli olan şey buradaki topik ya da ütopik ya da atopik şekilde adlandırılan tüm uzamlardan birbirlerine geçiş ya da birinin diğerine eklemlenişi ele alınmalıdır. Bu önemli olmalıdır diyor Sayın Zina ve accessibility'yi de dördüncü kiplik olarak kendisi ekliyor. Michel Foucault'un üçlü kiplik önerisini. Alors, la dernière image que vous voyez, je vous prie pour l'instant de ne pas trop la considérer parce qu'il faudra évidemment que je vous donne des critères de lecture, concerne le fait que nous avons établi des relations entre les lieux en réalité et les formes de la socialité dans le parcours que nous avons commencé dans cette intervention. Donc la transformation du consociationnisme nomade à l'associationnisme sédentaire est probablement la première conséquence d'habiter et gérer ces espaces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'au départ, les formes des cueilleurs-chasseurs ne sont pas des véritables formes de société. C'est la manière de s'agencer par tout petits groupes, par des clans d'une dizaine de personnes, afin qu'ils soient fonctionnels à l'opération de la chasse, et donc qu'il y a des batteurs d'un côté et les chasseurs de l'autre côté, et donc le fait d'être ensemble est fonctionnel dans la forme consociative à obtenir de la nourriture. Fort probablement, l'associationnisme commence par la sédentarité. Autrement dit, les formes de la socialité commencent par le fait que nous partageons des espaces et nous organisons et nous gérons ces espaces. Et dans le carré que vous voyez pour terminer cette réflexion, vous voyez que j'ai opposé la forme associative qui est celle de la communauté à la forme consociative que nous pouvons considérer en même temps celle des batteurs-cueilleurs, mais qu'actuellement c'est la forme de la grande ville et de la métropole où les collectifs qui les habitent ne sont pas homogènes. Autrement dit, ils sont des collectifs hétérogènes. Ils sont hétérogènes parce qu'ils ne partagent pas la même vision de la vie, ils ne partagent pas les mêmes traditions, les mêmes ritualités, souvent les mêmes religions. Et donc, ceux issus de l'urbanité des grandes métropoles, ce sont en réalité des collectifs hétérogènes. Je rappelle que Brondal, dans un texte formidable qui avait été repris par Greimas, opposait totus à omnis, c'est-à-dire un ensemble qui est une pluralité en tant qu'unité, totus, par l'homogénéité, disons, constitutive des éléments qui la composent, et d'autre part, vous avez l'ensemble de fragments qui composent ce qui est exactement la forme consociative en tant que omnis, l'ensemble de ces différents fragments, pour ainsi dire. Mais nous pouvons imaginer des formes non associatives et non consociatives qui correspondraient à les formules puisque ou puisquam, c'est-à-dire chacun ou quiconque de quelque part, considéré en tant qu'unité fragmentée à l'intérieur et pas en tant que collectivité. Donc nous avons dans la partie qui est en haut de la DX6, des axes des contraires, les formes de la vie sociale, où domine
la conjonction des individus et le contrat dans des formes différentes, comme on vient de voir, dans la forme associative ou dans la forme consociative. Mais nous pouvons aussi imaginer les formes de la vie asociale où domine la disjonction des individus et le défaut de contact. Souvenez-vous que pendant la pandémie, nous avons bien vécu cette situation dans laquelle nous sommes disjoints des autres et nous constituons presque des unités isolées et extrêmement vulnérables d'ailleurs par le fait que nous sommes des unités de quelque part isolées. Or, les sociologues ont bien travaillé ce problème et ils ont parlé, Zuckerman, des sociétés liquides, c'est-à-dire des sociétés qui ne commencent plus à avoir un rapport stabilisé entre les individus et les territoires. Et vous savez que les politiques migratoires essayent de désolidariser de quelque part les individus et les territoires. Et les formes, disons, d'asocialité, souvent la constitution des ensembles hétérogènes, attention, souvent sous la forme du mondialisme, c'est-à-dire que nous allons constituer une seule humanité, deviennent de quelque part les formes politiques qui sont en train d'être mises en place. J'aimerais bien conclure avec une observation de Claude Lévi-Strauss qui disait « Je peux imaginer des sociétés de communautés qui fusionnent, mais je ne peux pas imaginer une humanité qui devient une seule unité et une seule culture unifiée. » Voilà. Je vous laisse la parole pour ces conclusions, Madame Aslan. Merci. Evet, son olarak bütün bu yaşam biçimleri ya da uzam biçimlerinden bir toplumsal yaşam biçimi karesemiotiği çıkarmaya çalıştığımızda ortaklaşmacı topluluk köşesinde buradaki topik yaşamı görüyoruz. Yani avcı toplayıcı insanların birlikteliği söz konusu. Burada tam bir toplumdan söz edemiyoruz. Topluluk diyoruz. Çünkü tam bir bilinç, kolektif bir bilinç olmamakla birlikte hem ritüellerini hem aktivitelerini hem de aynı yeri paylaşmaları ve aynı birimin çokluğu olmaları nedeniyle ortaklaşmacı topluluk diyoruz. Bunun karşıtı olan köşede ise birleştirici toplum var. Değişik biçimler, değişik yaşam biçimlerinin birlikteliği, birlikte olabilme durumu söz konusu. Dolayısıyla burada bir toplum barındırıyor bu köşe karşıtlığında. Toplumsal yaşam biçimi ortaklaşmacı ve birleştirici kimliklerinin karşıtlığında bir aradalık ve sözleşme içerirken bunun karşısında toplumsallık dışı yani bireylerin ayrışık olduğu ve sözleşmenin çarpıklaştığı bir durum söz konusu. İçinde bulunduğumuz zamanlarda buna oldukça çarpıcı örnek oluşturuyor diyor Sayın Zinna. Pandemi döneminde hepimizin köşemize çekildiği ve tamamen asosyal ortamlarda yaşamaya mahkum edildiğimizi söylüyor. Je vous laisse la parole pour... J'ajoute seulement un dernier mot, et c'est le mot qui termine. La richesse sur le fond des cultures, c'est exactement l'hétérogénéité. Et ce qu'il faut faire, c'est de valoriser le entre les cultures, comme disait un ami qui est François Julien, quand il parle des différences des cultures. Ce n'est pas les différences, ce qui est à valoriser, c'est entre les cultures, ce qui fait là, en même temps, le lien et la distance entre les cultures. Yani güzel olanın ayrışkan olanında olduğunu, değişik ya da başka şeylerin arasındaki bağı yakalamak olduğunu söylüyor Sayın Zinna ve sanırım sözlerini bu şekilde bitiriyor. Si vous voulez, on peut passer aux questions.
Vous avez fini? Oui. D'accord. Nous avons une question qui vient de Mustafa Sarıca. Au lieu de définir, serait-il indispensable de créer des termes issus du latin ou du grec, incompréhensibles, tels hétérogénéisation ou homogénéisation, difficiles à prononcer, comme vous voyez, même pour les Français? Bon, la réponse est extrêmement simple. C'est pas moi, c'est Michel Foucault qui fait usage de cette terminologie. J'ai tout simplement repris les mots de Michel Foucault. Mais c'est bizarre de penser que le mot puisse faire barrière. Vous savez, les mots, sur le fond, ce sont des dénominations qui couvrent des définitions. Donc, il ne faut pas saisir les dénominations, il faut toujours saisir les dénominations qui sont derrière. Donc, ce qui reste à questionner, ce sont plutôt les définitions, ce ne sont jamais les dénominations. Et en tout cas, le grec et le latin, ce sont des formes. La langue française, vous savez, c'est une langue romane, et donc elle est héritière de ces formes-là. C'était difficile de l'inventer. Dès que vous faites des néologismes, vous le faites comment? Ben, vous reprenez exactement les formes anciennes, et donc vous les dérivez par le latin et le grec, au moins dans les langues romanes. Merci. Evet, Mustafa Sarıca hocamız diyor ki bu isimlendirmeler konusunda daha basit şeyler önerilemez mi? Fransızların bile telaffuzunda zorlandığı bu isimlerin yerine daha basit şeyler bulunamaz mı diyor. Monsieur Zina da diyor ki bunu Foucault, Michel Foucault öneriyor. Benim isimlendirmelerim değil. Fakat her isim aynı zamanda tanımını da barındırıyor diyor anladığım ve aklımda tuttuğum kadarıyla. Okay. Nezihe Kara'dan bir soru var. Comment l'archéologie explique les phénomènes non visibles? Comment il montre l'objet existe? Alors, la question, on peut la considérer sous deux profils. Soit l'objet qui n'existe pas, qui est invisible, soit l'explication qui devient plus visible. Alors, les linguistes se trouvent souvent, les linguistes qui font de la linguistique génétique se trouvent souvent face à des phénomènes invisibles. Quand nous disons que la langue grecque et le perse vient de l'indo-européen, nous sommes en train de tracer des liens invisibles. Par exemple, Ferdinand de Saussure, dans le livre qu'il a rédigé de sa main, c'est sur les voyelles en indo-européen, c'est un texte de 1878, il fait l'hypothèse que la valeur phonologique du A indo-européen a une quatrième valence qui ne se trouve pas dans celles qui ont déjà été repérées par Brueggemann et les autres. Et attention, il est en train donc de dire qu'il y a une valeur qui est tout à fait invisible parce qu'il n'y a aucune langue connue dans laquelle cette valeur phonique, phonologique, si vous préférez, reconnue par Ferdinand de Saussure, est visible. Et en 1940, l'étude de la langue hittite montre que la langue hittite présente cette quatrième valeur qui était invisible. Alors, vous voyez, la question, ce n'est pas l'invisible, c'est les bonnes théories qui peuvent vous montrer cet invisible, malgré le fait qu'il n'existe pas encore des objets où ils se sont concrétisés, ces phénomènes. Par exemple, la valence du A en indo-européen reconnue par Saussure. Merci. Nezihe Kara est une francophone, c'est pourquoi je suis sûre qu'elle a bien saisi votre réponse. Alors, je cherche s'il y a d'autres questions, mais non, voilà, les questions sont terminées, sont finies. Alors, si vous voulez, on peut fermer l'émission. Si vous avez quelque chose à dire.
C'est comme des mariages. Parlez tout de suite ou taisez-vous pour toujours. Voilà. Alors, j'ajoute un mot pour vous remercier encore une fois de cette invitation. Ça a été très agréable cette collaboration et j'espère qu'on pourra continuer, disons, à réfléchir ensemble sur des thématiques qui nous intéressent en sémiotique. Vous voyez que le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet un peu marginal par rapport à ce dont nous parlons d'habitude en sémiotique. Mais je trouve que la sémiotique doit s'essayer dans des sujets qui ne sont pas tout à fait dans son territoire spécifique, parce que la question centrale de la sémiotique, c'est une manière de saisir les problématiques et pas, disons, les problématiques en elles-mêmes. Voilà. Merci. Merci encore pour cette invitation. Avec plaisir. C'était un grand plaisir de vous accueillir à notre émission. Nous voulons prendre une autre promesse, peut-être une deuxième ou troisième rencontre. Alors, merci à l'attention et la participation de nos auditeurs pour cette émission. Voilà, je finis et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonne soirée.